Donc, une fois ce contexte posé, quels sont les risques à faire réaliser des travaux sans ces autorisations? Donc, on peut avoir deux types d'irrégularités. Les constructions peuvent être irrégulières, soit parce qu'elles ont été édifiées sans autorisation ou déclaration préalable, ou bien parce qu'elles ont été édifiées en méconnaissance de l'autorisation délivrée. Donc, l'auteur des travaux est exposé à des sanctions qui peuvent aller jusqu'à la démolition et la remise en état des lieux. Il y a principalement trois catégories de risques de sanctions en cas de travaux irréguliers. Le premier risque, c'est le risque administratif. Alors d'abord, il faut savoir que l'autorité administrative, donc le maire, peut mettre en demeure l'intéressé soit de mettre la construction irrégulière en conformité, donc refaire des travaux qui la mettraient en conformité avec l'autorisation, ou encore de régulariser les travaux en déposant une déclaration préalable ou une demande de permis de construire si cela n'a pas été fait. Donc le maire va fixer un certain délai pour effectuer ces diligences, le cas échéant sous une astreinte qui va être au maximum de 500 € par jour de retard, ça chiffre quand même, et dans la limite d'une somme totale de 25 000 €. Si l'intéressé n'agit pas dans le délai, le maire peut alors l'obliger à consigner une somme équivalente au montant des travaux à réaliser et la somme lui sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux prescrits. Deuxième risque administratif, ça c'est un risque important qu'on rencontre régulièrement, c'est le refus de travaux ultérieurs. Donc l'intéressé peut se voir refuser une autorisation d'urbanisme ultérieure. Ça signifie que s'il veut réaliser de nouveaux travaux, le bénéficiaire devra déposer une demande qui va porter non seulement sur les futurs travaux qu'il envisage, mais également sur ceux qui ont été irrégulièrement réalisés par le passé. Un exemple, là, je vous ai mis la jurisprudence Talami. Donc, il s'agissait d'une demande de permis de construire d'un escalier extérieur qui devait desservir une terrasse qui avait été construite en surélévation sans autorisation. Donc là, le juge a validé le refus de permis de construire tant qu'il n'y avait pas de régularisation de l'autorisation de construction de la terrasse. Alors, ça peut poser difficulté parce qu'il se peut que les anciens travaux ne puissent plus être autorisés compte tenu du changement des règles d'urbanisme. Dans ce cas, la jurisprudence est assez souple et elle admet que le maire puisse autoriser certains travaux s'ils sont nécessaires à la préservation de la construction et au respect des normes. Cela dit, le législateur a posé une limite à cette obligation de régularisation puisque l'opposition à la déclaration préalable ou le refus du nouveau permis de construire, selon la nature des travaux, ne peut être opposé que pendant une période de 10 ans de l'achèvement de la construction irrégulière. Donc, on retrouve l'intérêt de déposer la déclaration d'achèvement des travaux, sauf si la construction a été édifiée sans permis de construire alors qu'il était requis. Donc, dans ce cas, il n'y a pas cette limite de 10 ans et le maire peut toujours conditionner la réalisation de travaux ultérieurs à la régularisation des travaux réalisés sans permis. Voilà pour les principaux risques administratifs. Deuxième catégorie de risque, c'est le risque civil. Donc, plusieurs actions sont possibles devant le tribunal judiciaire. D'abord, une action qui est ouverte au maire, donc il peut saisir le tribunal pour faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'une construction non autorisée ou réalisée en méconnaissance d'une autorisation. Donc, c'est prévu par l'article L 494 du Code de l'urbanisme, qui encadre cette action dans un délai de 10 ans de l'achèvement des travaux. Ensuite, de manière générale, il est toujours possible de poursuivre le propriétaire sur le fondement des règles de droit civil de droit commun, donc article 1240 du Code civil. Mais dans ce cas, il faut justifier d'une faute qui va être par exemple le fait d'avoir construit sans permis de construire, ou d'avoir édifié une construction en violation des prescriptions du permis de construire. Mais également, et ça c'est plus difficile, il faut que le tiers lésé puisse prouver un préjudice personnel qu'il subirait directement du fait de la construction. Alors ce préjudice personnel, par exemple en matière d'association, parce qu'il faut savoir qu'une association ne peut agir contre un permis, contre une construction, que si cela se rattache à son objet. Donc, la jurisprudence admet qu'une association de protection de l'environnement
puisse agir en démolition contre un permis, une construction qui ferait l'objet d'un permis délivré dans une zone inconstructible. Un autre préjudice direct qui pourrait être envisageable, ce serait par exemple une diminution d'ensoleillement et de vue pour un voisin direct. L'action du tiers lésé doit être engagée dans le délai de droit commun de 5 ans à compter de la connaissance des faits. Donc, au niveau civil, c'est la date de la connaissance de la construction irrégulière qui compte et non pas l'achèvement des travaux. Enfin, on en parlait tout à l'heure, si le bien est en copropriété, faute d'autorisation par l'Assemblée générale des copropriétaires des travaux qui affectent les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires peut obtenir l'arrêt des travaux et le rétablissement des lieux en leur état intérieur. Donc les sanctions, ça va être la démolition et la remise en état des lieux. Donc là, je vous ai mis quelques exemples. Donc là, en 2005, c'était le cas de travaux de communication entre un rez-de-chaussée et un premier étage qui avait été effectué par la création d'une trémie donc dans le plancher entre les deux. Également, en 2020, donc là, il s'agissait de la transformation de parking en un entrepôt. Donc dans ces cas, le syndicat des copropriétaires est fondé à obtenir la démolition et la remise en état des lieux, peu importe le coût des travaux de remise en état, nous dit la Cour d'appel de Paris. Éventuellement, le juge pourra prononcer une astreinte, donc pour assurer un effet coercitif de la mesure qu'il ordonne, et également des dommages et intérêts pour le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires, sachant que l'action peut également être engagée par un copropriétaire s'il justifie d'un préjudice personnel distinct du préjudice collectif. Cette action donc, de la copropriété doit être engagée dans un délai de 5 ans, là encore de la connaissance des travaux non autorisés. Cela dit, il reste une issue de secours possible pour le copropriétaire qui a fait réaliser les travaux sans autorisation de la copropriété, puisqu'il peut quand même les faire ratifier a posteriori par une assemblée générale ultérieure, mais ça implique de convaincre les autres copropriétaires de voter en ce sens, donc ce qui peut être assez aléatoire. Enfin, un troisième risque en cas de construction irrégulière, qui est plus important, lui, au niveau des sanctions, qui est le risque pénal. Alors, il est prévu par les articles L481 et suivants du Code de l'urbanisme, qui indique que la réalisation de travaux sans autorisation d'urbanisme ou de travaux non conformes à l'autorisation obtenue peut être sanctionnée pénalement. En pratique, l'infraction doit être constatée par le procès-verbal d'un agent assermenté qui est ensuite transmis au ministère public. Alors, les peines encourues sont d'abord une peine d'amende qui est comprise entre 1 200 € et 6 000 € par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable, ou 300 000 € dans les autres cas. Il peut également y avoir une peine maximale de 6 mois d'emprisonnement en cas de récidive. Et surtout, il y a des peines complémentaires qui rejoignent les peines civiles et administratives qu'on a étudiées tout à l'heure, que sont la mise en conformité des lieux, la démolition des ouvrages, la remise en état des lieux, le tout, là encore, sous astreinte. Donc, il faut savoir que ces peines sont encourues non seulement par le bénéficiaire des travaux, mais également par les architectes et les entrepreneurs qui sont intervenus. Donc, c'est assez large, raison pour laquelle il faut vraiment faire attention et bien suivre le régime des autorisations. Si ces mesures ne sont pas réalisées dans le délai imparti, donc les mesures de démolition ou de remise en état, le maire peut d'office, il faut le savoir, les faire réaliser aux frais et risques de la personne condamnée. Donc, c'est le maire qui va faire réaliser lui-même les travaux et il se fera rembourser ensuite auprès du bénéficiaire. De même, le juge pénal, tout comme le maire, peut également ordonner l'interruption des travaux. Le délai de prescription en matière pénale est de 6 ans à compter de l'achèvement des travaux. Donc, une nouvelle fois, l'importance de la date de déclaration d'achèvement des travaux et de bien déposer cette déclaration. Si jamais elle n'est pas déposée, donc il faudra prouver soi-même la date d'achèvement des travaux, ce qui va être plus difficile.
Enfin, pour élargir un peu notre sujet, il faut savoir qu'en cas d'annulation de l'autorisation administrative, donc il s'agit d'une non-opposition ou d'un permis de construire selon le cas, les tiers peuvent engager une action en démolition. À la condition qu'il justifie, je suis allée trop vite, à la condition qu'il justifie subir un préjudice personnel direct du fait de la construction. Donc avec cette nuance, en matière de permis de construire, que la démolition ne peut être ordonnée que si la construction se situe en zone protégée. Donc les zones protégées, ce sont, nous dit le Code de l'urbanisme, les espaces naturels en montagne, la bande littorale, les parcs nationaux, les réserves naturelles, les sites classés, les abords des monuments historiques, les zones de prévention des risques technologiques et naturels, etc. En matière de décision de non-opposition, donc si on est en déclaration préalable, cette condition de lieu ne s'applique pas. Donc là, j'avais l'exemple en 2018 de démolition d'un court de tennis et de son aménagement paysager qui avait été réalisé sur la base d'une autorisation administrative qui a été annulée par la suite. Donc en l'occurrence, une non-opposition à déclaration préalable. Les tiers peuvent également demander des dommages et intérêts, donc si le permis a été annulé par la suite, sachant que ces actions, donc en démolition et en indemnisation, doivent être engagées dans un délai de 2 ans de la décision définitive du juge administratif. Donc définitive, ça signifie que soit on s'arrête en première instance ou bien en appel, voire après cassation. Si le permis est devenu définitif, c'est-à-dire qu'il n'a pas été contesté dans les délais mais qu'il était irrégulier, les tiers peuvent quand même agir pour obtenir des dommages et intérêts dans le même délai de 2 ans de la décision du juge. De manière plus générale, les défauts d'autorisation ou le non-respect d'une autorisation d'urbanisme posent problème en cas de vente du bien immobilier concerné. En effet, ça peut bloquer une vente parce que si le notaire fait bien son travail et que l'acquéreur refuse d'acheter le bien avec les risques qu'on a développés, dans ce cas, la vente va être complètement bloquée. Alors moi, j'ai déjà eu le cas d'un dossier dans lequel l'acquéreur était informé de la contestation par un voisin, mais a accepté d'acheter et d'en faire son affaire personnelle. Ça existe, c'est rare, mais ça peut exister. Bon, là, il s'agissait d'un voisin qui invoquait l'empiètement d'un mur séparatif sur son terrain et le percement de trous dans le mur pignon qui était situé en limite séparative pour permettre l'aération de la maison, ce qui était interdit par le PLU de la commune concernée. Donc, le plus souvent, l'acquéreur demandera une régularisation de la situation avant l'achat et le notaire déconseillera un achat en l'état. Le risque également est d'engager la responsabilité de la personne qui a fait réaliser des travaux. Cette responsabilité peut être mise en cause par la suite, donc il y a une insécurité juridique. Alors j'ai l'exemple d'un client qui avait acheté une maison avec une véranda. Il a revendu cette maison. L'acquéreur, lui, a voulu faire des travaux de surélévation de la maison qui lui ont été refusés par le service de l'urbanisme au motif que la véranda avait été construite sans autorisation. Donc, l'acquéreur a assigné mon client en garantie des vices cachés et donc nous, on a dû se retourner contre notre propre vendeur puisque c'est lui qui avait installé, fait construire cette véranda non déclarée et surtout non autorisée. En matière de responsabilité, il y a également des dossiers où c'est la responsabilité du bailleur qui risque d'être engagée à l'égard de son locataire. Alors, j'ai un premier dossier dans lequel c'est ma cliente qui est propriétaire de murs et qui fait réaliser des travaux d'aménagement d'un local commercial avec l'installation de WC qu'elle a accordé sur les tuyaux d'alimentation et d'évacuation de l'immeuble, sans prendre la précaution de demander préalablement l'autorisation des copropriétaires. Ensuite, elle a loué le local à une crêperie et elle a donc été poursuivie en référé pour retirer ce branchement et remettre les lieux en l'état. Donc finalement, on s'en est sorti en négociant un accord amiable. Donc dans cet accord, on a réalisé des travaux de restauration de la façade
du local commercial côté cour qui était demandé par la copropriété. En contrepartie de quoi, les copropriétaires ont accepté de ratifier, donc de valider a posteriori, nos travaux par une assemblée générale ultérieure. Donc là, le risque est important parce qu'au-delà des travaux de remise en état à l'égard de la copropriété, il y avait quand même un risque de responsabilité du bailleur pour manquement à son obligation de délivrance des locaux aux locataires. Parce que si on loue, en l'occurrence, un établissement qui reçoit du public des locaux qui ne pouvaient pas être équipés de WC, donc ça risquait de compromettre son exploitation et donc on risquait une grande indemnisation pour son préjudice lié à l'impossibilité d'exercer son activité commerciale. Alors, ce même risque existe cette fois dans un autre dossier où c'est la partie adverse là, qui subit le risque, puisque c'est un propriétaire qui a loué un hangar à un locataire qui l'a transformé en boutique recevant du public pour l'exercice, en l'occurrence, d'une activité de hammam. Alors, il n'a aucune autorisation, ni des services de l'urbanisme, ni des copropriétaires, que ce soit pour la modification de l'aspect extérieur de l'immeuble, parce qu'il a installé un bloc de climatisation, une vitrine, un bassin dans une cour commune, ou le changement d'usage des lieux, puisqu'on passe d'un hangar à une boutique qui reçoit du public. Et en plus, on a des nuisances, puisque les copropriétaires se plaignent des allées et venues de la clientèle jusqu'à des heures très tardives dans la nuit. Donc là, le dossier est en cours. Enfin, un autre risque qui n'est pas à négliger non plus, parce qu'il peut s'avérer utile dans des perspectives pas forcément très lointaines. L'irrégularité, en effet, peut empêcher soi-même de contester des travaux irréguliers d'un voisin. Donc ça, on n'y pense pas, mais il est possible qu'un jour, on ait besoin nous-mêmes de contester ces travaux. Donc là, j'ai eu le cas, par exemple, d'un client qui se plaignait de troubles de voisinage à l'occasion de travaux de réfection d'un hôtel voisin et donc qui a demandé une isolation phonique de la chambre qui était attenante à la leur. Et à l'occasion d'une visite amiable qui a été réalisée chez mes clients, le voisin a relevé qu'une fenêtre avait été percée dans le mur pignon de l'immeuble sans autorisation. Donc ça a totalement remis en question notre rapport de force. Heureusement, le dénouement était heureux puisqu'on a trouvé une solution amiable qui a permis d'éviter des poursuites judiciaires dans ce dossier. Donc voilà le tableau des principaux risques encourus si on réalise des travaux sans autorisation ou qui ne seraient pas conformes à l'autorisation obtenue. Donc le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est toujours le même, il est de consulter votre avocat. Merci, Maître Moreau. On va voir si maintenant on a quelques questions, peut-être, parce que ça a été assez dense. Je ne sais pas si toutes les réponses ont été apportées aux questions qui avaient été envoyées, mais il y a surtout peut-être des questions en direct. N'hésitez pas à prendre la parole, au moins lever la main, quoi. Si vous avez des questions précises à poser, c'est le moment. Denis, vas-y. Mets ton micro, par contre, Denis. Oui, merci Stéphane. Oui, c'était du coup, ayant dit tout ça, par rapport à un permis de construire, à quel moment, j'ai bien compris que c'était le plus tôt possible, il fallait faire la déclaration de fin de chantier, mais en même temps, il faut faire la déclaration de fin de chantier quand les travaux sont réalisés dans la totalité. Oui. Même si la déclaration permet de le faire un peu partiellement, j'ai cru comprendre, mais à quel moment est-il opportun finalement de faire cette déclaration ? Le moment opportun, c'est une fois que tous les travaux sont finis, parce qu'une fois, quand vous faites cette déclaration, la mairie, les services de l'urbanisme disposent d'un délai de 3 ou 5 mois pour faire une visite du chantier. Donc, si vous déclarez de manière prématurée et que les travaux ne sont pas terminés, vous allez systématiquement, vous prenez le risque, sauf s'il n'y a pas de visite, mais vous prenez le risque que les services de l'urbanisme vous délivrent refusent la conformité des travaux. Donc, il est plus opportun d'attendre la fin des travaux pour que, en cas de visite, on puisse attester d'une conformité totale. Mais effectivement, je crois qu'il y a la possibilité de déposer des déclarations d'achèvement de travaux partiels, mais ça concerne plutôt les travaux par tranche, donc sur des grandes constructions.
Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Anthony? Oui, bonjour. Oui, alors j'ai une question effectivement. Du coup, ça concerne le dépôt en fait d'un achèvement de travaux pour porter à la connaissance des services de l'urbanisme de la ville la fin des travaux. Il y a une visite. Alors là, je parle à un cas personnel, hein. Oui, Une visite des services, hein, qui sont venus, pas une mais 2 personnes, hein, donc c'était important pour eux. C'est pour un garage tout simplement, hein, donc c'est une petite construction assez anodine. Ils ont constaté qu'effectivement en termes de mesure, c'était moins long que prévu. Il y avait 30 centimètres d'écart parce qu'effectivement le maître d'œuvre a jugé que pour, avoir une pente assez suffisante pour que la voiture rentre et ne «frotte pas» entre guillemets, il fallait reculer de 30 centimètres. Donc ils ont jugé qu'effectivement les dimensions n'étaient pas correctes et cohérentes par rapport à ce qui était indiqué sur le permis. oui, Ensuite, ils ont constaté, que la porte n'était pas une porte pleine comme sur le plan, hein, un plan en 3D. Il y avait effectivement une ouverture, une vitre. Ça a été posé puisqu'on voulait voir si la lumière intérieure était restée allumée, hein, que ce soit par les enfants ou même par les adultes. Donc effectivement, on s'est permis de changer la finalité de cette porte et autre chose, la mairie avait décidé de couper les lumières pour des raisons écologiques à 22h30, donc on n'avait plus de lumière dans le jardin et on a mis en fait une petite lumière, du coup sur notre mur. Tout ça, c'est en intérieur, hein, c'est pas visible de l'extérieur et donc à constater ces 3 éléments qui n'étaient pas du tout conformes et ont exigé du coup un nouveau permis de construire dit modificatif. Alors oui. ça, j'ai découvert en fait du coup cette chose-là. Je pensais fallait pas forcément aller aussi loin que ça. Non, Heu, tout dépend effectivement des services de l'urbanisme et du zèle qu'ils mettent à faire les voilà, modifications. exactement, c'est ce qu'on nous a dit. Enfin, le voisinage, estime qu'il y a voilà, je vais pas donner le nom de la ville, mais c'est un excès de zèle comme vous dites, c'est ce qui a été indiqué, parce que ça va un peu loin effectivement pour ce genre d'événement. C'est 3 Oui, remarques, 3-4 remarques. oui, Parce que là, on rentrerait dans un permis construire et cetera, des dépôts administratifs. Ensuite encore enfin bon, je suis assez halluciné qu'on puisse aller jusque-là. Donc je pensais oui, que ça pouvait se régulariser. Donc j'ai déposé des nouveaux plans, hein, faut le savoir, un courrier, des nouveaux plans en 3D, des nouvelles dimensions de garage et visiblement, j'ai pas encore eu de retour, hein. oui. Donc Mais, j'attends. Combien de temps on peut attendre d'ailleurs? Parce que là, ça va faire 6 mois, suite à ma dernière réponse, avec les mais ils modifications vous de ont plan. demandé d'autres documents parce que normalement, il y a les délais d'instruction qui s'appliquent. Alors, je suite à la fin d'achèvement des travaux, ils sont intervenus le dernier jour, c'est quoi? C'est 3 mois, je crois, vous m'avez dit? Je sais plus. Fin d'achèvement des travaux, il y a un Oui, c'est délai, hein? 2 mois en maison individuelle et 3 mois pour les autres projets. Voilà, ah ben, voilà, le dernier jour des fameux 3 mois, ils sont intervenus, voilà, au dernier moment, deadline Mm. et là, donc on attend suite à la procu enfin, la je dirais au fait qu'on a donné tous les documents nécessaires, les plans, les nouveaux dessins 3D et cetera. On attend toujours, ça fait 6 mois. Donc, Oui. on est un peu circonspect, hein, donc, la Bon, famille. l'avantage, alors si on voit le côté positif des choses, c'est qu'ils ne vous demandent pas de refaire des travaux de démolition pour vous mettre en conformité avec votre première autorisation. Ah merci. C'est qu'ils vous demandent, voilà, donc ils vous demandent de régulariser l'autorisation. Donc ça Mmh, sous-entend qu'ils seraient enclins à vous la donner, ce oui, qui pour vous, purgera toute l'irrégularité de la construction. Donc après, oui, vous serez tranquille. mmh. Mais on a communiqué Maintenant, donc, même alors ce que je veux dire, même au maire, hein, au maire adjoint qui ont été en relation, il y a eu un petit couac avec les échanges de services urbanisme, mais en tout état de cause, ils ont bien reçu nos documents, ça on le sait, mm, mais on n'a pas de retour, on attend. d'accord. Et vous avez vérifié, j'imagine, que vos travaux sont conformes au PLU. Bah, oui, oui, enfin, D'accord. oui, j'ai pas eu de Non, remarques en parce que, fait, alors, les 30 centimètres, la non-conformité, ça pourrait être sur l'emprise au sol qui serait plus importante que ce qui est autorisé. Mais enfin, pour 30 centimètres, c'est vrai que là, pour le coup, le contrôle est particulièrement zélé. Et autre chose, sur votre porte vitrée, il faut voir si c'est autorisé ou pas dans le cadre du mmh, PLU, parce que le refus de permis doit être motivé. Il ne peut pas être non, décrété de oui. manière unilatérale et sans motif. Alors, le motif, hein, c'est une porte qui est différente par rapport à ce qui est présent au niveau, Oui, du dessin en de, 3D. Enfin de du votre c'est premier dossier. Oui, exactement, voilà. d'accord.
Mais dès lors qu'elle est autorisée, cette porte, il n'y a pas de raison qu'il vous la refuse dans le cadre de votre permis modificatif. D'accord. Bon, là, c'est un côté administratif, donc il faudrait quand même reposer, du coup, un permis modificatif, c'est ça? Ce serait la seule solution. Oui, On parle d'excès de zèle, peut-être, c'est vrai, oui. mais il n'y aurait pas d'autre solution, en fait, visiblement. Oui, et c'est ce qu'ils vous ont demandé de faire. Oui, voilà, on a essayé. Pour les services de l'urbanisme, faut généralement essayer d'aller dans leur sens pour trouver des solutions. J'entends bien, j'entends bien. D'accord. Bon, bah écoutez, on va s'exécuter alors. D'accord. Mais c'est Ben, pas simple, service de non, l'urbanisme, c'est pas simple, j'entends, mais pour moi, ça permet une régularisation juridique, en tout cas, de votre situation. D'accord. Ok. J'essaie de trouver une autre solution, hein, mais Et visiblement, alors, quelle serait l'autre solution? de la négociation, mais visiblement, c'est compliqué avec eux, visiblement. Oui. Si déjà, ils vous font le reproche des 30 centimètres, Ouais. ça me paraît compromis. D'accord. Bon, bah écoutez, très bien. Merci. Merci. Denis, une nouvelle question? Oui. Est-il possible de faire une déclaration préalable de travaux alors qu'on a un permis de construire qui court, on n'a toujours pas fait de déclaration de fin de chantier? Pour vous donner un exemple, tout simplement, ne figurait pas la partie clôture extérieure sur le permis de construire. Oui. J'ai installé un portail. Est-ce que je peux faire une déclaration préalable de travaux alors que j'ai déjà mis le portail, hein, avant la fin de déclaration de chantier, ou est-ce que c'est juste pas possible? Parce que j'imagine que les deux peuvent être en conflit. Les deux demandes peuvent. Les deux peuvent être en conflit, donc il faut voir l'étendue de votre premier permis de construire. Ensuite, il faut s'assurer que votre portail relève de la déclaration préalable et non pas du permis de construire, parce qu'il y a des subtilités. Ça, c'est le cas, ouais. Voilà, et donc sinon, vous le faites en permis modificatif, vous ajoutez ce type de travaux. Soit votre portail relève du permis de construire. Dans ce cas, vous l'ajoutez en permis modificatif. Soit il relève d'un système de déclaration préalable et votre chantier ne portait vraiment pas sur cette clôture, auquel cas, vous pouvez avoir les deux dossiers qui coexistent. D'accord. Et sachant que si j'ai un rendez-vous de la conformité de l'urbanisme, j'aurais intérêt à avoir fait la déclaration préalable avant, ou ils regardent juste ce qui était dans le permis de construire? S'ils viennent sur place, ils vont peut-être tout regarder, hein. Même si officiellement, ils viennent sur place uniquement pour la visite de la déclaration de fin de chantier du permis, ils vont pas se mettre des œillères sur le reste. Ils vont tout vérifier chez vous. Ok. C'est clair. D'autres. Sachant qu'il y a des villes qui, et on peut les solliciter parce que c'est sur la base de la demande du pétitionnaire, donc celui qui dépose une demande de permis de construire. Il y a des villes qui préfèrent faire des visites de chantier pendant le cours du chantier. Comme ça, s'il y a des prescriptions, s'il y a des choses qui ne vont pas, ils le disent et il est possible d'y remédier. Et lorsqu'on dépose la déclaration d'achèvement des travaux, ça évite le plus souvent une nouvelle visite pendant les 3 mois. Certains services aiment vérifier pendant l'exécution des travaux. Moi, ils ne sont pas passés du tout. Mais c'est pas eux qui demandent à passer, c'est aux pétitionnaires de les convier. Ah. Mais encore une fois, ça dépend des communes. Moi, j'ai une autre question, mais je ne veux pas monopoliser la parole. Non, mais s'il n'y a personne, tu peux y aller, Denis. Hein. C'est fait pour ça. Oui. Ok, je suis désolé hein, pour tout le monde, parce que du coup, c'est très personnel. Et en fait, pour construire la maison, j'ai dû détruire le mur de clôture, on va dire, qui donnait sur la voie publique, pour pouvoir passer les camions, hein, parce que c'était une division où il n'y avait pas de portail. J'ai envisagé de le reconstruire à l'identique, pour m'éviter les nouvelles règles du PLU, c'est-à-dire faire un muret de 80 cm et puis au-dessus mettre l'équivalent, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais ce qu'ils font de la menuiserie en aluminium, par exemple.
Donc je m'étais dit, je vais reconstruire le mur à l'identique, comme ça ils verront que du feu, on va dire. Finalement, le mur, il était tellement. Enfin, j'ai trouvé personne pour reconstruire le mur à l'identique parce que c'était de la pierre, c'était 80 cm d'épaisseur, enfin, plus personne fait ça. Ouais. Du coup, j'ai reconstruit un mur différent, mais sur la même hauteur. Et j'ai découvert après, parce que j'avais fait un permis rectificatif, que c'était bien mentionné que si le mur était amené à être démoli, il devrait être reconstruit selon les normes du PLU. Voilà. Donc, c'est-à-dire muré avec menuiserie en aluminium sur le reste de la hauteur. Alors qu'aujourd'hui, j'ai dépensé quand même pas mal d'argent sur ce mur. Qu'est-ce que je risque, sachant que j'ai bien écouté ce que vous disiez tout à l'heure, il n'y avait pas de préjudice personnel, etc. Qu'est-ce que je risque dans le pire des cas? Oui, alors le préjudice personnel, c'est pour le tiers lésé, donc ce serait pour des voisins. Ouais. Mais au niveau des services de l'urbanisme, eux n'ont pas de préjudice à justifier. Donc la question, c'est votre mur, donc même s'il n'est pas conforme à l'autorisation, est-ce qu'il est conforme au PLU? Non. Non, il n'est pas conforme au PLU. Le PLU ne prévoit pas d'autres possibilités. Non, aujourd'hui, dès qu'on construit un mur, c'est un muret avec une menuiserie ajourée. Néanmoins, je vois tous mes voisins autour, là, dans la rue, ils ont refait les murs, même récemment. Et je suis pas sûr que ce soit passé par une déclaration préalable. Et d'ailleurs, est-ce qu'il faut un affichage pour une déclaration préalable? Ça, je sais pas. Oui. Donc, il faut toujours un affichage, moi je le conseille. Permis de construire, c'est obligatoire. Déclaration préalable, si vous ne mettez pas votre affichage, votre délai de recours va être plus long. d'accord. Puisqu'il va courir à partir de la fin des travaux pendant 6 mois. Alors que si vous affichez, il va courir au moment de l'affichage que vous faites constater par commissaire de justice. Et il sera que de 2 mois. Oui, donc j'ai vu aucun affichage dans la rue. J'ai 2-3 voisins qui ont reconstruit le mur différemment, mais à la même hauteur, sans respecter le PLU. Par contre, eux, ils n'auront pas une visite de la conformité, puisqu'ils n'ont pas officiellement, ils n'ont pas de travaux en cours, quoi. Oui, mais ça, c'est un argument de poids dans votre discussion avec le service de l'urbanisme. Parce que si les autres ne sont pas conformes, ils vont avoir du mal également à vous reprocher votre construction à vous. Et puis, s'ils n'ont rien affiché, comment vont-ils prouver la fin de leurs travaux pour démontrer que les délais de recours sont prescrits? Donc, ils seraient encore sujets à des recours possibles, vos voisins. Ouais, mais après, est-ce que c'est un argument? Parce que moi, je fais des travaux, j'ai un permis de construire, il y a un PLU, finalement, je ne l'ai pas complètement respecté. De dire, regardez, à côté, ils n'ont pas bien fait le travail non plus. C'est un argument, c'est dans une négociation, oui. Devant un juge, non, parce qu'on ne va pas dire je suis en irrégularité, mais regardez, mes voisins ont fait la même chose et on ne leur dit rien. Ça ne marche pas, ce n'est pas un argument juridique, mais c'est un argument dans le cadre d'une négociation. Il n'est pas sûr qu'il y a beaucoup de villes où les murs ne sont pas conformes au PLU et il n'y a pas de poursuite. D'accord. Tout dépend des personnes à qui vous avez affaire. J'espère que ce ne sera pas les mêmes que Anthony. Donc, Anthony, c'est quelle ville, vous disiez là? Ah, c'est une ville dans les Yvelines. Ah, bon, ça va. Après, tant que c'est une donnée personnelle, je ne voudrais pas aller trop loin. Non, vous avez raison. Je sais pas si c'est personnel, mais ouais. Ok, non, mais après, il y a de l'excès de zèle un peu dans pas mal de communes différentes. Oui. Je confirme. Et c'est pour ça que l'intérêt, souvent, c'est quand on prépare son projet, c'est de prendre un rendez-vous au service de l'urbanisme. Avant de le soumettre, avant de déposer la demande de permis ou la déclaration préalable, c'est de s'assurer de manière informelle que c'est OK. Parfois, ils vont vous dire, ah non, mais ça, on n'aime pas. Enfin, c'est pas toujours très juridique comme argument, mais on essaye de faire des efforts pour aller dans leur sens ou de les convaincre de notre projet. Et après, on lance officiellement les démarches. Mais effectivement, le mieux, c'est quand même de garder de bonnes relations. Faut être dans la séduction au début, quoi. Ouais. Et trouver un interlocuteur disposé au début. On a une question de Pierre.
prendre la parole. Oui, bonjour à tous. Moi, je suis pas un grand professionnel de l'immobilier. J'ai pas fait construire. J'ai juste un bien à réhabiliter avec un changement de destination. C'est une toute petite commune rurale où les horaires de la mairie sont plus que restreints. Je ne connais pas les compétences en interne d'ailleurs. Et je suis face, on m'a envoyé juste un lien. Et dans ce lien, que je dois compléter tout seul, puisque apparemment c'est beaucoup plus rapide et efficace, j'ai un CIRFA 13409.13 à compléter et 28 pages où je ne comprends pas grand-chose parce que je n'ai pas fait d'études d'urbanisme, etc. Oui. Je voulais savoir quelle solution, parce qu'en fin de compte, ça fait un mois et demi que je galère, je m'embourbe avec ces données administratives que je ne maîtrise pas. Quel conseil vous pouvez me donner? Aller voir la mairie, justement, quelqu'un qui peut s'occuper de l'urbanisme. Enfin, je sais pas du tout, quoi. Oui, le service de l'urbanisme est là pour vous aider. Votre entreprise de travaux aussi, eux ont l'habitude. Ouais. Ou vous n'avez pas d'amis architectes, eux savent bien Non. remplir ces formulaires? Non, j'en ai pas. Non, j'ai pas d'amis dans ce domaine d'activité. Donc la mairie, le service d'urbanisme de la mairie, quoi. Oui, et je suis d'accord avec vous. En plus, les formulaires, fou, ce qu'ils nous demandent aujourd'hui, c'est des plans. Alors, il y a une époque, vous pouviez dessiner vous-même votre plan si vous faisiez quelque chose à l'échelle. Aujourd'hui, on va vous demander des plans en 3D. Enfin, on vous demande des choses où vous avez besoin quasi systématiquement d'un professionnel pour vous aider à le préparer. Ce que j'aime bien, c'est les 6 pages aussi également de documents de justificatifs. C'est exhaustif, hein, remarquez, mais c'est juste incroyable. C'est juste incroyable qu'on nous laisse nous débrouiller avec ce genre de truc, quoi. Je trouve ça fou. Ouais. Je trouve ça fou et ça bloque vraiment des projets. Bon, voilà. Bon, je vais me renseigner auprès de la mairie. Je vous remercie en tout cas. Je vous en prie. Et aujourd'hui, depuis 2007, il faut savoir, on ne doit plus justifier d'être. Il y a moins de documents à fournir dans le sens où on n'a plus à justifier d'être propriétaire ou en tout cas le titre d'occupation du bien. C'est-à-dire qu'on peut déposer un permis de construire sans être propriétaire. Le maire pourra donner son autorisation sans avoir à vérifier qu'on possède bien le bien immobilier en question. Donc, il y a vraiment une indépendance entre les deux. Très bien. D'autres questions? Juste une petite remarque. Allez, vas-y, Denis. Pardon. Vas-y, Denis. Non, mais je crois qu'il y a Anthony qui avait... Oui, très rapidement, j'ai envoyé un mail vendredi, parce que c'était permis, au cabinet Emma pour expliquer la situation, voilà, juste pour information. Oui. Voilà, sur ce que je viens de vous citer tout à l'heure. Je ne sais pas si vous êtes en mesure de me répondre, mais là, vous m'avez répondu en même temps, hein, comme quoi il n'y avait pas d'autre choix que de respecter la demande en fait, des services d'urbanisme, plus ou moins. Donc voilà, j'explique tout dans mon message de vendredi. D'accord, on vous répondra. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Oui, mon autre question, c'est... alors moi, c'est un architecte qui avait fait la demande de permis de construire, hein, parce que c'était une maison fait construire entièrement. Et est-ce que moi, je peux faire un rectificatif ou je suis obligé de passer par un architecte? Alors, c'est une bonne question parce que l'architecte doit intervenir quand la construction dépasse une certaine surface. C'est obligatoire. Maintenant, en modificatif, je ne peux pas vous répondre comme ça. Il faudrait que je vérifie. On peut supposer que oui, mais puisque elle était obligatoire ou vous l'avez fait intervenir par votre choix? C'était obligatoire. Je suis passé par un constructeur de maisons individuelles qui fait appel à un architecte pour déposer. Mais maintenant, si je me pointe en mairie avec un rectificatif et qu'ils me disent bah non, il faut passer par l'architecte, je sais pas trop. Et moi, pour ma part, le service urbanisme, il a été loin de m'apporter des conseils. Ouais, c'était plutôt c'était sur rendez-vous pour dépôt de dossier, etc. Mais aller là-bas pour demander comment on remplit tel ou tel document, j'ai compris que c'était pas leur rôle et du coup, j'ai dû me passer de leurs très bons conseils. Ouais. Qu'ils n'avaient pas le temps. Ouais, c'est ça. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions. Denis, non, pas d'autres questions. Ah, c'est une question. Oui, bonjour. Bonjour. J'ai une petite question. Alors, si le DPT est expiré, donc j'avais fait une déclaration préalable de travaux,
mais il me semble que j'avais 2 ans pour réaliser les travaux, Oui. sauf que j'ai passé le délai. Il faut recommencer à Oui. zéro ou bien à partir de zéro. D'accord, ok. Ouais, faut redéposer parce que ça se périme. C'est comme Ouais, les produits de consommation, un tout à permis de fait. construire ou une déclaration préalable se périme si rien n'est commencé dans les 2 ans. Ouais, Donc, on vous demande pas d'achever, on vous demande de commencer sous 2 ans. commencer, ouais. D'où l'intérêt de la déclaration d'ouverture de chantier, Ouais. qui Donc ça, démontre il aurait fallu que je le qu'il y a le dépose début des aussi à la mairie. travaux. Oui. Et cette Il aurait- déclaration est aussi importante, l'ouverture de chantier, en termes d'assurance. Parce que D'accord. c'est elle qui va, si vous prenez par exemple une assurance dommage-ouvrage, c'est ce dépôt de déclaration d'ouverture de chantier qui va déclencher la mise en œuvre de la garantie. Très bien. Merci beaucoup. Pierre? Une question, Pierre? Oui, tu mets ton micro. Rien de complémentaire. Je vais bien noter que l'urbanisme, on va voir s'ils sont ouverts à me donner des conseils ou pas. Une nouvelle aventure commence avec la mairie, on y va. Merci des infos, Denis. Je vais voir si je passe par un pro ou pas pour faire ça, mais bon, on verra, selon. Ah, il y avait un deuxième Pierre qui avait levé la main. Ah, pardon, c'est bien ce Non, qui me c'est pas semblait. Bon, très bien. Pas L'autre grave. Pierre, alors. L'autre. Pierre, hein, bonjour. Bonjour. Je souhaite savoir si changer un portail ouvrant en un portail coulissant, est-ce qu'il faut demander des choses ou c'est Oui, le même alors de portail? toute façon, tout ce qui touche l'aspect extérieur, donc vous changez une porte, vous changez une fenêtre, vous changez un portail, il faut le déclarer en mairie. Donc souvent, c'est en déclaration préalable, si c'est vraiment du remplacement et qu'il n'y a pas de modification de grande ampleur. D'accord, c'est juste remplacement, ouais. D'accord. Ouais, Merci. mais normalement, officiellement, ça doit être déclaré auprès du service de l'urbanisme. C'est vrai que tout le monde ne le fait pas. Très bien, merci. Une autre question, Nicolas? Oui, bonjour. Bonjour. Je voulais comprendre en fait la différence des 2 délais de prescription, de 6 ans et de 10 ans. Pourquoi en fait il y a 2 délais qui sont différents? Alors, le délai de 6 ans, c'est un délai au niveau pénal. Parce que si vous construisez sans permis ou sans respecter votre permis, c'est une infraction pénale. Vous risquez une peine d'amende, éventuellement une peine d'emprisonnement, mais c'est rare. La démolition, la remise en état, mais ça, c'est une poursuite devant le tribunal correctionnel. Et les prescriptions de 10 ans, c'est des prescriptions administratives. Donc là, c'est le maire qui peut agir contre vous. D'accord. Donc par rapport à la revente d'un bien immobilier, donc c'est 10 ans, quoi. S'il y a effectivement une construction qui n'est pas conforme. Oui, si vous revendez et que votre acquéreur ne sait pas, et vous exposez d'ailleurs à un recours également de l'acquéreur, qui peut agir en garantie des vices cachés ou autre. Mais oui, c'est 10 ans. Si votre acquéreur veut faire de nouveaux travaux et que vous n'avez pas déclaré les anciens, il peut avoir un blocage en mairie, le maire qui lui refuse son autorisation des nouveaux travaux s'il ne régularise pas l'autorisation des anciens. Ça, D'accord. c'est 10 ans. Ok. Merci. Et de même, l'action en démolition ou en mise en conformité qui est ouverte à la mairie, c'est 10 ans, à compter de l'achèvement des travaux. Ok. Et c'est souvent qu'ils le font ou c'est les cas extrêmes quand il y a des litiges plus entre empiètement de propriétés voisines, non? Ou c'est Oui, alors ça, effectivement, s'il y a empiètement, vous avez le risque de recours de votre voisin. Maintenant, les actions de mairie en démolition, non, moi, dans les décisions que je vois, ils ont plutôt tendance à agir en mise en conformité, en demandant une régularisation, là, comme on parlait tout à l'heure. Plutôt qu'en démolition, c'est plutôt dans des cas extrêmes où vous avez construit dans des sites classés, dans des sites protégés, par exemple. D'accord. Merci. C'est assez rare, mais encore une fois, tout dépend. C'est une question d'opportunité, c'est une question de politique locale. Il n'y a pas une réponse figée. Vous voyez, ça ne va pas s'appliquer dans toutes les villes. Ok. Ouais, je suis un bon avocat, quoi. Ouais.
Je peux rebondir là sur ce que vous venez de dire sur les sites protégés. C'est éventuellement sur le périmètre des décisions des Bâtiments de France. S'il y a, par exemple, un monument ou dans le périmètre en fait de la construction ou de la modification, dans ces cas-là, c'est pas rédhibitoire, mais la durée est, c'est-à-dire vous parlez de 10 ans ou enfin c'est ça que je voudrais comprendre en fait du coup. Oui. Parce que si on attend 10 ans et on laisse passer du coup sans action, alors, pour mon cas modificatif, ça ne joue pas ou enfin comment on voit les choses? Tout dépend si votre construction est soumise à déclaration préalable ou permis. Si vous construisez quelque chose sans permis de construire alors qu'il était exigé, le délai de 10 ans ne s'applique pas. Donc, ils pourront toujours agir derrière. Ils pourront toujours vous refuser de nouveaux travaux. D'accord. Bon, là, c'était déclaré, donc ça va. Mais si on Par parle de contre, les actions modification, démolition, elles sont encadrées quand même. les modifications, c'est moins un sujet je dirais, à une contestation pour le coup. Est-ce que c'est aussi 10 ans? Bon, je ne vais pas attendre les 10 ans, hein, je veux dire, mais Si vous voulez modifier votre construction, que vous redéposez une autorisation et qu'ils se rendent compte qu'en fait, à l'origine, elle n'était pas conforme, ils peuvent vous refuser la nouvelle alors qu'elle serait conforme, la nouvelle. Ce que vous demandez, si vous déposez un dossier qui correspond au clou du PLU et qu'il n'y a aucune raison de vous le refuser, ils peuvent quand même vous le refuser parce que les travaux d'origine ne sont pas conformes. d'accord, bon. Un sacré travail de séduction hein, dans vos histoires avec les services de l'urbanisme, hein, j'entends. Ouais. Moi, je vais donner ma boîte de chocolat, ok. Il y a Pâques bientôt. Mais ça passe pas toujours, ça. Non. Comme vous dites, après, il est possible aussi de contester et d'aller devant le juge administratif. Hein. Il y a des communes qui s'opposent systématiquement à des autorisations qui devraient être données. Et dans ces cas-là, c'est le juge qui tranche. Bon. Mais avec le problème des délais de procédure qui sont très longs et donc qui retardent d'autant votre chantier. D'accord. On arrive au bout de la conférence. S'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer. Je vous remercie tous, hein, les questions étaient très intéressantes. Un sujet qu'on n'avait pas encore abordé, je crois. Oui, tout à fait. Très, très intéressant. Donc, bonne fin de journée et puis bonne chance pour ceux qui ont des documents à faire avec la mairie. Et à bientôt. Merci. Merci, bon après-midi. Merci beaucoup. Bon après-midi, au revoir.